Et bonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes alors mardi 10 janvier 2023 et je continue mon incursion dans cet ouvrage écrit par Pierre Ducassé en 1941, Les grandes philosophies chez Que sais-je. Alors, bon, vous savez que c'est en lien avec ces lectures sont en lien avec la théorie que j'essaie de développer, que je développe depuis une vingtaine d'années sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, en fait, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible et elle va vers un moment de perfection indépassable. Et cet état de perfection, c'est entre autres un état spirituel. Je vous renvoie à la lecture donc des textes que j'ai écrits sur la mécaniqueuniverselle.net, sur le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et donc, je prends appui pour démontrer, pour prouver, pour confirmer, pour améliorer un peu la pensée de cette théorie. Je prends appui sur des ouvrages. Et là, ben voilà, on est dans l'introduction. C'est pas l'introduction, mais c'est le chapitre premier sur les origines, donc des grandes philosophies. Il parle de l'hindouisme, voilà, les mythes d'abord. Là, nous en sommes à l'hindouisme et la pensée chinoise ensuite. Voilà, alors j'en suis arrivé ici après avoir vu que l'hindouisme donne un peu naissance au jaïnisme et puis au bouddhisme. On va regarder un petit peu ce qu'il dit sur la philosophie, donc cette spiritualité, ce qu'elle donne comme philosophie en Inde. Devant ces prodigieuses négations, la confiance des brahmanes doit lutter pour affirmer son existence. Donc les brahmanes, ce sont la caste des spirituels en somme. Mais il ne s'agit pas d'opposer des raisons à la manière de l'Occident. Il s'agit d'adapter tout l'être à la valeur divine des choses. Donc, les brahmanes sont liés c'est la caste qui s'intéresse au spirituel, à la philosophie, aux religions, à la religion, etc. Voilà. Donc, il s'agit d'adapter tout l'être à la valeur divine des choses. Aussi, les doctrines s'ouvrent-elles à leur contraire sans se dissoudre. Bien sûr, il y a le bien, le mal, il y a toutes les contradictions qu'on doit faire rentrer pour une compréhension philosophique du monde. Et c'est ce que j'essaie de faire sur la mécanique universelle. Il y a des chapitres qui expliquent que l'importance du mal dans l'évolution de l'humanité et l'importance de le considérer comme superflu, en somme, pour pouvoir lutter contre. Alors, je continue. Ce que la pensée indienne ne peut trouver dans les métiers, dans l'activité, dans les discussions de l'homme, elle le trouve désormais en elle-même. Elle s'analyse, elle progresse en vivant ses propres divisions et son propre passé. Elle aboutit ainsi à construire une philosophie aussi riche, aussi raffinée, aussi profonde que toutes les nôtres. Elle possède ses sceptiques et ses sophistes, ses critiques et ses dialecticiens, ses constructeurs de systèmes. Voilà, ça c'est très intéressant, cette vision et qui rentre vraiment en résonance avec
avec la théorie, avec la mécanique universelle, qui essaie justement de démontrer que nous allons vers cette fraternité, vers une compréhension de l'autre, un amour de l'autre et de son apport à l'humanité. Et c'est ce que fait Pierre Ducasse. Et c'est toute la beauté de la grande philosophie, d'être totalement ouverte aux autres cultures, d'être en amour avec les autres cultures. Évidemment, on peut critiquer certains archaïsmes. Si on critique également les nôtres, c'est possible pour aider l'autre à évoluer, évidemment. Mais tout doit se faire dans avec une empathie bien développée. Par cette évolution, l'élite brahmanique a reconquis sous une forme abstraite tout le terrain conquis par la prédication égalitaire de Bouddha. Tiens, c'est curieux. Alors, à force de discuter l'hérésie, les brahmanes assimilèrent avec certains dogmes du bouddhisme toute l'habileté logique et la finesse de ces philosophes. La philosophie d'Agvagosa, brahmane de naissance converti au bouddhisme au premier siècle de notre ère, est un grand exemple d'une telle synthèse avec l'admirable critique de Nagarjuna au IIe siècle après Jésus-Christ. Après l'idéalisme bouddhique d'Asanga et de Vasubandhu, IVe siècle après Jésus-Christ, le brahmanisme apporte, par le Vedanta, dont le principal interprète fut Sankara, le principe d'une synthèse supérieure. Tel est le mouvement irrésistible de spéculations abstraites par lequel les penseurs de l'Inde sont portés à la métaphysique, plutôt qu'ils ne s'y portent. Cet élan s'exprime par 6 grands systèmes philosophiques dont l'origine remonte aux temps les plus reculés et dont les héritiers se retrouvent encore à notre époque. La fécondité, la profondeur de la pensée indienne, les correspondances parfois extraordinaires qu'elle éveille dans nos philosophies montrent une vocation de l'âme humaine si vigoureuse et si spontanée qu'elle peut se dire presque indépendante des faiblesses et des vicissitudes de l'instrument intellectuel. L'esprit indien semble naturellement orienté vers une recherche abstraite, absolue et surhumaine de l'existence prise en général. Et c'est là où on comprend le sens de l'abstraction. C'est le tout-esprit en réalité. C'est quelque chose qui cherche à atteindre un état qui désincarne, qui cherche à désincarner pour atteindre quelque chose d'extrêmement spirituel. D'où l'intérêt de penser l'abstraction en art, dans l'histoire de l'art, comme une évolution vers l'esprit, en somme, vers le spirituel. Et qui précède le retour au spirituel, à un spirituel dégagé vers lequel nous allons dégager des contraintes du religieux que le religieux peut lui faire porter. Et donc les artistes contemporains, les artistes modernes qui à partir de 1900, du début du XXe siècle et tout le courant du XXe siècle, ont travaillé sur l'abstrait. C'était un travail dans cette voie-là. Donc, je continue. Nous trouverions, donc l'esprit indien semble naturellement orienté vers une recherche abstraite, absolue et surhumaine de l'existence prise en général. Nous trouverions, au contraire, dans la pensée chinoise, un véritable génie d'adaptation humain orienté vers la morale et vers la saveur concrète des choses.
ça, c'est très intéressant. C'est deux mondes bien différents. Le monde hindouiste et le monde confucianiste, voilà, le monde chinois, la philosophie chinoise. C'est très, très intéressant. Si la Chine a connu l'empirisme des métiers nécessaires à l'usage courant de la vie, le sage chinois en a systématiquement dédaigné les suggestions matérielles pour construire sa philosophie. Dans cette fourmilière humaine, la seule technique essentielle concerne la vie sociale. La politesse, le culte des morts sont l'expression vivante de ce lieu naturel, spontané, entre l'organisation sociale et le sens de l'au-delà. Le respect de la nuance est le début de la vertu. La Chine est le seul peuple où le philosophe positiviste de la bonne administration humaine, Confucius, puisse être profondément reconnu comme fondateur de religion. Et c'est là où nous aurons, dans la confrontation que nous avons à faire à la fusion qu'il va falloir pratiquer dans les décennies et les siècles peut-être qui arrivent entre l'Occident et justement des civilisations comme la Chine, nous allons devoir nous accorder, fraterniser et fusionner en somme. Et il sera intéressant justement de voir quelle est la relation à la sagesse chinoise avec l'idée du divin, avec l'idée d'un principe créateur d'univers, etc. Tout ça, c'est le travail que l'humanité qui nous fait suite et qui nous suivra devra accomplir en réalité. Donc je continue. La sagesse chinoise ne se réduit pas pour autant à un prosaïsme utilitaire. Elle a toujours un arrière-plan mystique. Lao Tzu, le héros du détachement, le pèlerin de l'absolu, n'est jamais absent du peuple de Confucius. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que si l'idée du détachement est fondamentale en Chine, alors on monte progressivement vers ce fondamental. Là, la Chine est en train de s'ouvrir, de changer de modèle, de s'adapter. D'ailleurs, le monde entier s'adapte. L'Occident est en train de s'adapter, l'Afrique est en train de s'adapter, l'Amérique est en train de s'adapter, l'Asie est en train de s'adapter, la Chine, les pays émergents, la Russie, etc. Tout le monde est en train de s'adapter à de nouvelles donnes, voilà, qui vont concerner le climat, la mondialisation, le vivre ensemble, etc., etc. Ce peuple a su transformer le mythe en une véritable sagesse sociale et politique, et en une magie de la nature et des nombres. Tout s'oriente vers les nuances de la qualité. Le yin et le yang, symbole des oppositions et communion entre les sexes, règlent toutes choses par couple. Et c'est vrai qu'il y a quand même une vision de la femme qui n'a... voilà, le machisme que nous connaissons en Occident ne semble pas avoir eu de prise, ou alors mais là, il faut dire que la société, la civilisation chinoise est multimillénaire. Donc il y a une sophistication, une intelligence, un progrès social et humain qui est intense à l'intérieur. Et donc elle aura beaucoup à apporter à l'humanité qui arrive. Donc le yin et le yang, symbole des oppositions et communion entre les sexes, règlent toutes choses par couple. Ils forment le couple suprême et par leur enchevêtrement dans les figures divinatoires, ils symbolisent le Tao, évidence d'ordre et de totalité. De même que le langage, c'est l'ordre, c'est l'idée du Tao.
De même que le langage chinois fait éclater l'efficience des emblèmes, de même toute expression doit figurer, c'est-à-dire susciter, réaliser, et non pas seulement évoquer la pensée. Ainsi le Tao, le Yin et le Yang, figurent une sagesse du concret, toute fondée sur une convenance profonde entre l'ordre humain et l'ordre naturel. Ils réalisent à leur manière le vœu de toute philosophie. C'est à méditer. La Chine, comme l'Inde, a créé des formes de sagesse et un idéal de la raison. Mais il appartenait aux Grecs de fonder la raison universelle de la science. Seuls, ils purent concevoir et voulurent réaliser cet équilibre parfait dont nous vivons encore entre le génie d'abstraction dont l'Inde offre déjà tant d'exemples et la finesse concrète, l'inquiétude du réel, qui illustre pour toujours la sagesse morale du peuple chinois. Voilà, et il résume en fait ce que je cherche à établir sur la mécanique universelle, le fait que chaque partie de chaque société, chaque philosophie, chaque pensée, chaque civilisation, chaque communauté, chaque religion est une pièce d'un puzzle qui compose l'ensemble de l'humanité et qu'on est en train de constituer progressivement, de rapprocher. Voilà. Voilà, je vous remercie pour cette troisième lecture et donc elle se termine là et le prochain chapitre c'est le 2, la philosophie grecque, du mythe à la philosophie. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.